Ça vous est déjà arrivé? Quelqu'un vous dit « Je passe chez toi dans 1 heure » et avant même d'avoir répondu, quelque chose se serre légèrement dans votre poitrine. Vous souriez. Vous dites « Bien sûr, viens ». Mais une petite voix intérieure murmure « Et voilà, adieu ma tranquillité ». Si vous connaissez cette sensation, vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas étrange. Aujourd'hui, on explore la psychologie des personnes qui aiment sincèrement les gens dans leur vie, mais qui ne supportent pas vraiment de les recevoir chez elles. Pas par froideur, pas par mauvaise volonté, mais pour une raison bien précise que la psychologie commence seulement à vraiment comprendre. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez vous voir et voir les autres d'une façon complètement différente. Pour certaines personnes, recevoir des invités est un vrai plaisir. Les rires, l'énergie, les conversations qui s'étirent jusqu'à minuit. Elles adorent ouvrir leurs portes et remplir leur appartement de bruit et de vie. Mais pour d'autres, et peut-être que vous en faites partie, la maison est quelque chose de fondamentalement différent. La maison, c'est sacré. C'est le seul endroit au monde où le masque tombe, où la respiration devient plus profonde, où le monde ne vous demande plus rien, où vous pouvez être vous-même, sans filtre, sans attente, sans la pression de plaire à qui que ce soit. En France, cette réalité a une saveur particulière. On a une expression pour ça, être chez soi, pas seulement physiquement, psychologiquement. Ce sentiment qu'entre ces 4 murs, vous n'avez de compte à rendre à personne. La disposition des coussins sur le canapé, le silence de fin d'après-midi. Votre tasse préférée posée exactement là où vous l'avez laissée. Tout ça s'adapte à un ordre que vous connaissez, que vous ressentez comme vôtre, qui vous donne une sécurité silencieuse. Et quand quelqu'un entre dans cet espace, même quelqu'un que vous aimez profondément, quelque chose change. L'atmosphère change, le silence se brise. Une tension légère, presque imperceptible, s'installe entre les murs comme un courant souterrain. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas cette personne. C'est parce que votre refuge a été traversé et votre système nerveux le perçoit immédiatement. Pourquoi une simple visite ressemble-t-elle parfois à une petite invasion? La réponse se trouve dans un mécanisme psychologique bien documenté, le confort territorial. Pour les personnes qui aiment la solitude, la maison n'est pas seulement un bâtiment. C'est une extension d'elle-même. C'est le bouton « reset » de leur système nerveux. Quand un invité arrive, même le plus bienvenu, l'esprit réagit comme si un galet avait été lancé sur une surface d'eau parfaitement calme. Rien de grave ne se passe. Les rides ne détruisent rien, mais elles changent tout. L'atmosphère, le rythme, la qualité de l'air que vous respirez. Les psychologues appellent ça la surcharge sensorielle par intervention environnementale. Le cerveau, habitué à un espace sûr et prévisible, reçoit de nouveaux stimuli. Un son différent, une odeur inconnue, des mouvements inattendus et doit se recalibrer. Pour les personnes au système nerveux plus sensible, ce processus est fatigant, même si l'invité est quelqu'un de cher, même si la visite dure 20 minutes. Susan Cain, auteure du livre Quiet, traduit en français sous le titre Le pouvoir des introvertis, a expliqué ce mécanisme avec une clarté remarquable. Tout comme certaines personnes rechargent leur batterie en passant du temps avec d'autres, il en existe d'autres qui le font dans la solitude. On les appelle les introvertis. Mais attention, introversion ne signifie pas timidité. Introversion ne signifie pas froideur. Ça signifie simplement que le cerveau traite les situations sociales de façon plus intense et donc se fatigue plus vite. Un introverti peut être la personne la plus chaleureuse de la pièce. Il peut vous écouter pendant des heures sans vous interrompre, se souvenir de chaque petit détail de votre vie, être un ami d'une fidélité rare. Mais après, il a besoin de silence pour se retrouver. En France, ce profil est souvent mal compris. On valorise la sociabilité, le dîner en groupe, l'art de recevoir, la convivialité à la française. Alors, les introvertis apprennent très tôt à faire semblant, à sourire, à rester, à ne pas expliquer pourquoi ils ont besoin de partir. Voici quelque chose qu'on n'explique presque jamais, et qui pourtant explique tout. Quand vous sortez de chez vous, vous êtes en mode performance. Vous vous comportez avec gentillesse, vous êtes attentif, vous dépensez de l'énergie pour vous adapter à l'environnement, au travail, dans le métro, au marché. Il y a toujours une partie de vous qui observe, qui s'adapte, qui choisit les bons mots, qui lit les expressions des autres, qui règle son ton, qui décide quand rire et quand se taire. C'est un travail invisible, silencieux, continu. Vous le faites si souvent que vous ne vous en rendez même plus compte. Mais votre système nerveux, lui, le sait. À la maison, vous pouvez enfin relâcher tout ça, mettre vos vieux vêtements, rester silencieux sans que personne vous demande « ça va ». Être imparfait, en désordre, fatigué, sans avoir à vous justifier. Quand un invité arrive, le masque revient.
Pas de façon dramatique, pas de façon consciente, mais il est là. L'effort revient, la gestion des attentes revient, le besoin d'être accueillant, disponible, toujours prêt, revient. Les psychologues comportementaux appellent ça la fatigue du rôle social. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est le prix que certains esprits paient pour fonctionner pleinement dans les contextes sociaux. Voici quelque chose que très peu de gens avouent ouvertement. Certaines des personnes les plus chaleureuses, les plus généreuses, les plus attentionnées que vous connaissez, celles qui vous écoutent pendant des heures sans vous interrompre, qui se souviennent de tout, qui ne vous font jamais sentir comme un fardeau. Ce sont précisément elles qui, au moment où le dernier invité referme la porte, ressentent un soulagement profond, presque physique, pas parce qu'elles sont froides, pas parce qu'elles sont asociales, pas parce qu'elles ne vous aiment pas, mais parce que pour elles, le silence est comme de l'oxygène. Pendant la visite, il y avait une légère pression, pas dramatique, pas consciente, mais présente. Et quand la porte se referme, enfin, les épaules descendent, la respiration s'approfondit, tout se relâche. En France, on a même une expression pour ce moment, souffler. Comme si on avait retenu son souffle sans le savoir. Les psychologues appellent ces personnes des individus à frontières émotionnelles fortes. Elles n'éloignent pas les autres, elles protègent simplement leur espace. Ce qui les aide à préserver leur intégrité et leur authenticité. Pour la plupart de ces personnes, cette sensibilité ne surgit pas de nulle part. Elle a des racines profondes, souvent invisibles, qui remontent à l'enfance. Peut-être avez-vous grandi dans une maison où les visites signifiaient du chaos. Avant chaque invité, c'était une tempête de nettoyage et de préparatifs, comme si la normalité de la vie quotidienne était quelque chose dont il fallait avoir honte. Peut-être que les invités signifiaient de la tension entre vos parents, des attentes voilées que personne n'expliquait, mais que tout le monde ressentait. Peut-être qu'il y avait toujours trop de monde chez vous et que vous n'avez jamais eu un espace vraiment à vous. Un endroit pour respirer, pour être simplement vous-même. Ou peut-être le contraire. Vous avez grandi dans un environnement calme et prévisible, et votre système nerveux a intégré ce calme comme la norme. Toute déviation est alors enregistrée comme un inconfort. Dans les deux cas, le résultat est le même. Quand quelqu'un vous dit « je passe chez toi », quelque chose se déclenche en vous. Ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas un choix conscient. C'est une mémoire du système nerveux. Et comme le neuroscientifique Antonio Damasio l'a montré dans ses recherches sur les émotions et la mémoire corporelle, le corps conserve les souvenirs émotionnels bien plus longtemps que l'esprit conscient. Voici la partie la plus importante de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Il n'y a rien de mal à vouloir protéger votre espace. Vous pouvez aimer profondément les gens et désirer quand même la solitude. Vous pouvez vous occuper des autres avec générosité, avec une présence sincère, avec un intérêt authentique et préserver quand même votre sérénité. Ces deux choses ne se contredisent pas, elles se complètent souvent. Les thérapeutes appellent ça l'autorégulation, la capacité de reconnaître ses propres besoins et de les satisfaire. Et l'un des besoins fondamentaux de certaines personnes, c'est l'espace, le silence, le temps non partagé. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est se connaître soi-même. Ce n'est pas du rejet, c'est du respect, envers vous-même et finalement envers les autres aussi. Parce que quand vous prenez le temps de vous régénérer, vous pouvez offrir aux autres une version de vous plus complète, plus présente, plus sincère. Pour certaines personnes, le bien-être dans sa forme la plus pure, c'est une pièce silencieuse, un fauteuil confortable, un café préparé lentement et le doux murmure de leurs propres pensées. Ce n'est pas une solitude mélancolique, c'est du nourrissement. C'est la forme que prend le repos pour ceux qui vivent chaque interaction sociale de façon intense. Et dans un monde où l'on est toujours joignable, toujours connecté, toujours disponible, choisir le silence, protéger son espace, dire « ce soir j'ai besoin d'être seul », c'est un acte de courage discret, presque révolutionnaire. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit « je passe chez toi » et que vous sentez cette légère pression dans la poitrine, ne vous jugez pas, vous ne manquez pas de générosité, vous n'êtes pas asocial, vous protégez quelque chose de précieux, votre équilibre, votre paix, votre espace intérieur. Et cette protection silencieuse, cette attention douce que vous vous portez à vous-même, n'est pas de l'égoïsme. C'est l'une des formes les plus profondes d'intelligence émotionnelle qui existent. Est-ce que vous vous reconnaissez dans tout ça? Dites-le moi en commentaire. Je lis chaque message. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre vie qui est comme ça, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, mettre des mots sur ce qu'on ressent change tout. Sur cette chaîne, j'explore chaque semaine la psychologie du quotidien. Simplement, directement, sans jugement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt.